je travaille dans le fitness, on voit beaucoup de jeunes, 14-15 ans, qui prennent déjà des doses. Pas forcément, je parle pas de la protéine en soi, je parle voilà, mais je parle des injections intramusculaires. On voit énormément d'aiguilles dans les poubelles. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ok, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Upside Strength, votre référence numéro 1 pour toutes les choses fitness en Suisse. Aujourd'hui, j'interviewe Romain Gouillou. Il est titulaire d'un master orienté sur la préparation physique des sportifs d'élite à l'Université de Montpellier en France. Il a plus de 15 ans d'expérience avec des athlètes de tout niveau et se spécialise notamment dans la perte de poids, le functional training, la réhabilitation et le small group training. C'est juste, oui. Romain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sean, merci de ton invitation. Ok, donc pour commencer, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, où tu as commencé en tant que coach et qu'est-ce qui t'a amené ici en Suisse? En Suisse, ok. Alors tout d'abord, voilà, comme je te disais, je suis un amoureux du sport en général. J'ai toujours été intéressé, un grand intérêt pour le sport depuis tout petit. T'as fait des sports étant plus jeune? Du basket, tout sport confondu. J'ai toujours mis 4000% de ma motivation là-dedans et j'excellais dans toute discipline. Et j'en ai décidé de faire mon métier. Tu sais, quand on pose la question quand t'es petit, les adultes te posent toujours la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai toujours dit que je serais dans le sport, mais en aucun cas je savais que j'allais être coach, mais je savais que j'allais être dans le sport. Donc du coup, j'ai investi toute mon énergie et j'ai fait mes études et je suis parti à Montpellier faire une université. Donc ça a été j'ai eu un master en fait, j'ai obtenu un master en préparation physique pour les sportifs d'élite qui se spécialisé de préférence sur la préparation, planification d'entraînement de manière générale. Qu'est-ce qui t'a orienté sur la prépa physique plutôt que coacher un sport en tant que... Et parce qu'en fait, c'était la filière que l'université proposait. Il y avait soit une filière management sportif, ça j'ai trouvé ça intéressant aussi, mais c'était pas vraiment le truc que je voulais être sur le terrain. Il y avait aussi la filière de tout ce qui était sport handicap. Je trouve ça aussi super intéressant. Mais voilà, ma première idée c'était de me lancer sur la préparation physique des sportifs d'élite. Donc il y avait cette filière-là, et il y avait une dernière filière, c'était la filière de tout ce qui était enseignement pour les écoles, être professeur de sport dans les écoles. Voilà. Donc tu as fait ton master à Montpellier, oui. Ton travail de mémoire, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, mon mémoire consistait sur les étirements activo-dynamiques. J'ai voulu démontrer à travers ce mémoire que les étirements activo-dynamiques étaient plus bénéfiques à la performance pour les sportifs que les étirements passifs de manière générale. Et tu peux en parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, nécessairement la différence entre les deux, quand il faut les utiliser, quand il ne faut pas les utiliser. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Alors les étirements activo-dynamiques ils sont plutôt en début de séance. Donc si vous avez une préparation sportive à faire, ou si vous avez plutôt je dirais une compétition, si vous voulez, avant une séance tout simplement, il faut allonger le muscle, tenir un peu la position quelques secondes, et puis après suivi de sprint, de saut, de jump, histoire de monter en température le muscle. Rien à voir avec un étirement passif, vous êtes là en contraction pendant 1 minute, 2 minutes, et vous attendez, et voilà. Donc c'est pas du tout le même effet sur le muscle. Est-ce que je sais que les études ont démontré que les étirements passifs avant l'entraînement peuvent causer avoir un impact négatif sur tout ce qui est développement au niveau puissance, expression au niveau puissance, explosivité. Mais est-ce qu'il y a une place pour les étirements passifs après une séance d'entraînement? Alors oui, exactement. La place, elle serait plutôt après, de manière soft, pas sans aller comme un fou, et prévoir un créneau où tu fais vraiment que ça. Tu dis pendant 1 heure dans la semaine, tu vas faire des étirements passifs sur tous les muscles que tu veux travailler dans la semaine. Et tu trouves qu'avoir une séance une séance d'étirement passif dans la semaine, je trouve ça plus bénéfique que d'avoir, disons, 10 ou 15 minutes après chaque séance d'entraînement. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Tu peux le faire 5-10 minutes, mais il faut pas aller faut pas que ça grimace. Faut pas que ça grimace. Par contre, tu grimaces le jour où tu prévois ta séance de stretching. Là, par contre, tu peux rentrer. Je dirais plutôt à froid qu'à chaud. D'accord. Pour les étirements passifs. Tu chaufferais même pas avant ta longue séance? Non, gentiment, et puis aller progressivement faire le contracter, relâcher, tout simplement. Contracter, relâcher en termes de tenue, en termes de position. Exactement. Combien de temps par position ou par groupe? Tu peux faire deux fois par groupe musculaire et tu tiens 2-3 minutes. Et puis
tu vas vraiment gentiment, bien respirer. Ça soit vraiment un plaisir avant tout et non pas un effort. Tu dois te dire super, ça fait super mal. Non, il faut essayer de trouver ta posture, essayer de trouver ton étirement qui te convient et d'essayer de le maintenir comme ça. Et puis les fois d'après, essayer de progresser. De toute manière, à un moment donné, la progression, elle est visible. Et en termes pour quelqu'un qui commence, qui n'a jamais vraiment fait ce genre de longue séance d'étirement passif, tu recommandes combien de positions, combien d'exercices par séance en général? Par séance? Ça dépend, tu veux dire après l'avoir travaillé? Alors, non, pendant, disons que tu t'as dit on fait 1 heure d'étirement passif par semaine, donc on devrait viser à faire combien de stretch différents, ou viser combien tous les muscles qui ont été travaillés, sollicités dans la semaine, je dirais, de manière générale, très global, exactement. On va dire, je vais faire juste les jambes, alors que les bras ils ont été aussi sollicités. Il faut faire vraiment faut que le corps soit harmonieux, donc il faut faire toutes les parties du corps. Tu peux parler un petit peu du rôle de la respiration pendant les étirements? Est-ce que c'est un élément important pour toi? Super important, oui, bien sûr, de respirer profondément, et puis de manière ventrale et non pas de manière thoracique, beaucoup de gens le font. Plutôt respirer par le ventre et non pas respirer par la cage thoracique. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer un petit peu la différence entre les deux et l'effet en fait que ça a sur le corps? Le mouvement en fait thoracique, on est un peu comprimé, on n'arrive pas à se relâcher complètement. Souvent, c'est des gens qui sont stressés, de manière générale, tu les vois quand ils respirent, ils ont les épaules qui se surélèvent. Du coup, donc c'est des gens très stressés, donc ils n'arrivent pas à se relâcher, donc tout ça c'est très tendu. Et donc il faut essayer de chercher ce relâchement au niveau abdominal et respirer plutôt par le nombril. Il faut que c'est le nombril qui se lève, le ventre, non pas la cage thoracique. En fait, au final, cette partie-là ne doit pas du tout être mobile, elle doit être fixe, et on doit voir juste bouger le ventre. Et ça, pour les gens qui ne savent pas faire, ça peut s'apprendre? Ça s'apprend, bien sûr, il y a des exercices à faire, il y a énormément de choses, il faut juste être dans un endroit, on va dire, calme, où il n'y a pas d'interférence, pas de bruit, etc. Et puis essayer de se concentrer sur soi-même. Donc c'est vraiment une séance en contraste avec ce que tu ferais le reste du temps en termes d'entraînement, de préparation, etc. C'est vraiment l'envers du décor, quoi. Exactement. Parce qu'on parle toujours de l'intensité des entraînements, des grosses séances, mais je pense qu'on ne parle pas nécessairement assez de l'importance de la récupération et puis des séances de très basse intensité en fait, ou des séances même qui aident à faire en sorte que notre tension générale revienne à un niveau d'équilibre. Donc, en plus de ces séances d'étirement passif, qu'est-ce que tu recommandes à tes clients et à tes athlètes pour justement équilibrer tout le système entre les gros entraînements, les grosses séances de prépa, et ensuite plus des choses un peu plus calmes? Qu'est-ce que tu recommandes en général? Plutôt la sophrologie, faire des séances où vous êtes un peu plus calme, de manière générale, où le corps est vraiment, la fréquence cardiaque est basse. Essayer de faire la respiration. Il y a plein d'astuces au final, essayer de se retrouver avec soi-même, essayer d'enlever le stress quotidien. Prendre l'air, faire des balades en montagne, etc. Vraiment être avec soi et non pas penser d'autres choses. Vraiment penser qu'à soi. Et là, je trouve que ça aide énormément. Et en termes de ratio, on va dire, de séances intenses et ensuite de ce temps qu'on passe plus avec soi-même, respiration, balade, marche, réflexion, le ratio entre les deux, en général, tu recommandes quoi? Je dirais 20-30% pour la relaxation et puis le reste, les entraînements. Donc tu fais 3-4 gros entraînements dans la semaine, il y a au moins 1 ou 2 séances. Il faut prendre, moi je trouve que s'entraîner 6 fois ou 7 fois par jour de manière intensive, je trouve que c'est contre-productif. On progressera beaucoup moins et on aura plus tendance à se blesser que si on s'entraîne fort 2-3 fois, même maximum 4 fois, et qu'on prend du temps aussi pour la relaxation sous forme de massage avec des rouleaux de massage et des balles. L'automassage, c'est super important pour justement la performance. D'accord. Et on revient beaucoup plus fort et on continue à performer et on ne régresse pas comme ça. Est-ce que tu as vu ça en termes de l'effet pratique de réduire le volume d'entraînement, le volume intense d'entraînement, et ensuite au bénéfice d'un petit peu plus de récupération? Est-ce que tu as eu des cas pratiques? Sur moi, même. Sur moi-même, parce que j'étais quelqu'un qui s'entraînait pratiquement 7 fois par semaine. D'accord. Et du coup, à un moment donné, les tendinites arrivent, on a des douleurs un peu partout dans le corps.
Et on croit qu'en faisant plus, on va gagner plus de muscles, on va être beaucoup plus performant, beaucoup plus mieux dans soi. Ouais. Et au final, c'est l'effet complètement inverse. Ouais. Donc on fait plus, mais au final, ça détruit aussi le corps. Donc c'est pour ça que je privilégie de faire des grosses séances intensives, mais aussi privilégier un temps pour soi de récupération qui permet justement de rebondir sur la performance et continuer à progresser et non pas stagner ou régresser. Ouais. Ça, je trouve que c'est super important de prendre des phases de récupération. Voilà. Pour revenir un petit peu à ton parcours, donc tu as fait tes études à Montpellier. Exact, oui. Comment tu es arrivé ici en Suisse? J'avais un ami en fin de compte qui était dans un fitness à Genève. Et puis il m'a proposé une place parce qu'il avait un copain qui était un collègue de travail qui s'était cassé le bras. D'accord. Et du coup il cherchait quelqu'un tout de suite. Et puis il m'a demandé, j'ai dit oui, sans réfléchir. Ouais. Du coup je suis venu en placement. Ouais. Et puis après j'ai trouvé un autre emploi à Lausanne, quelques temps plus tard. J'étais chercher mes affaires à Montpellier, je suis revenu à Lausanne, je me suis installé ici. D'accord. Donc c'était vraiment, c'était pas prévu. À la base c'était Genève, au final je me retrouve à Lausanne. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu des clients avec lesquels tu travailles avec des athlètes aussi notamment? Alors des athlètes, oui, j'en ai qui préparent des compétitions, j'en ai des Quel sport spécifiquement? Tennis, marathon, skieur aussi, golfeur. Et après j'ai des monsieur et madame tout le monde, des personnes qui ont un certain âge. Oui. J'ai des jeunes, entre deux, des femmes enceintes, j'ai un peu tout style de public au final des séances. Toute la journée, c'est jamais la même chose. Puisque c'est un profil différent à chaque heure de séance. Donc je trouve c'est ça qui est fabuleux, c'est le jeu de sport. C'est génial. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu prépares les séances pour tes athlètes ou pour monsieur et madame tout le monde? Bien sûr, il y aura moins de pression pour monsieur et madame tout le monde. Celui qui veut vraiment avoir un objectif et qui me dit moi je veux préparer cette compétition-là dans X temps, c'est sûr que cette personne-là, je vais lui faire une planification d'entraînement complètement différente à ce que je vais faire à quelqu'un qui travaille dans une banque, qui a du stress un peu plus en savoir. C'est sûr que je vais m'adapter en fonction du profil de la personne. D'accord. Donc, même une femme enceinte ou un enfant, je ne fais pas du tout la même chose qu'avec quelqu'un qui est un sportif et qui en veut. Ouais. Donc, pour ceux qui en veulent, pour ceux qui ont des objectifs précis et calés dans le temps, c'est quoi tes priorités en termes de planification quand tu travailles avec ces gens-là? Planification? Ouais. Quand je travaille avec eux, tu dis? Voilà. Quand il y a un objectif précis, une compétition, quelque chose, les 2-3 premières choses auxquelles tu penses quand tu commences à faire ta planification d'entraînement avec eux? Moi, ça dépend de la discipline. Mais après, ça peut être une personne qui fait de la course. On va faire une préparation physique générale pendant quelques semaines. Après, on va faire du renforcement musculaire. Et on va faire aussi de la force. Donc j'incorpore en fait dans la planification plusieurs sources planification d'entraînement différentes au final. D'accord. Plusieurs méthodes d'entraînement si tu veux, différentes. Et donc tu peux parler un petit peu de ces différentes méthodes et on va dire le panel auquel tu as accès pour justement faire ces planifications? Oui, alors j'ai l'avantage d'avoir le terrain de Coubertin à côté. Ouais. Donc on fait beaucoup de choses avec des entraînements d'intervalle, des fractionnés, etc. Donc c'est super intéressant. Il y a aussi plein de choses avec les kettlebells, plein de petits outils, des battle rock, etc. On va faire énormément de choses en termes de préparation physique. Et puis après en renforcement musculaire, c'est plutôt des machines. La force aussi, on peut travailler avec le poids du corps, le TRX, il y a énormément de possibilités aujourd'hui, je trouve, de pouvoir travailler différentes choses. Ouais. Voilà, très important. Est-ce que tu as un profil de client type avec lequel tu aimes vraiment travailler? Alors oui, je veux dire, j'en ai deux. Le premier, ce serait plutôt la personne qui est investie, motivée, déterminée, qui sait où est-ce qu'il veut aller. Là, j'adore travailler avec ces personnes-là parce qu'ils aiment souffrir. Du coup, moi, je m'éclate avec ce genre de personnes. Ouais. Et puis après, il y a l'autre côté, la personne qui n'a pas du tout un background sportif, qui vient pratiquement de zéro. Et là, je trouve que c'est fabuleux parce que tu sais d'où il part et tu sais où est-ce qu'il arrive. Et là, la marge de progression est phénoménale. Et ça, j'adore travailler sur des personnes aussi. Qui viennent en disant j'aime pas le sport, c'est beaucoup qui le disent. J'aime pas le sport, et à la fin de l'année ou à la fin de leur pack, ils disent j'adore le sport, finalement, je kiffe ça.
Ça, je trouve ça va être fabuleux. Toi, en tant que coach, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton protocole d'entraînement, les séances, qu'est-ce que toi tu fais? Je pense souvent les gens ils pensent qu'on vit dans un fitness, on fait que ça, on s'entraîne tout le temps. Ouais. Mais donc pour donner une idée aux gens qui ne connaissent pas nécessairement la profession, toi en tant que coach, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Qu'est-ce que je fais comme entraînement? Il y a beaucoup d'entraînement physique, mais ça passe pas que par ça. Il y a beaucoup de relations humaines avec la personne. Ça passe par une relation de confiance qui s'établit entre le personal trainer et le client. Voilà, la personne a un objectif particulier, donc les deux doivent travailler conjointement, mutuellement, et main dans la main pour obtenir le résultat, l'objectif voulu. Et donc du coup, je travaille aussi sur le mental, je travaille sur plein de paramètres au final pour la personne. Donc pas forcément uniquement sur les entraînements, on parle aussi de la vie privée, on parle de plein de choses au final. Donc je suis un peu leur comment dirais-je, leur confident, exactement. Ils se confient énormément à moi, donc ils me font confiance. Et donc je trouve ça génial comme métier. On ne fait pas que du sport. Il y a une relation d'amitié qui s'installe au fur et à mesure des séances. Ouais. Donc voilà, c'est des personnes qui me suivent déjà depuis presque 10 ans. Donc je dis, c'est pas le plus dur, c'est pas d'avoir des nouveaux clients, c'est de les fidéliser, qui durent avec toi, qui restent là avec toi, et ça, je trouve ça fabuleux. Les personnes t'apprécient, qui continuent avec toi, enfin voilà, une grosse relation qui s'implante entre les deux, quoi. Donc ça, c'est génial. Pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience nécessairement dans le fitness et qui voudrait commencer à travailler avec un coach, est-ce que je peux parler de l'importance justement de trouver quelqu'un avec qui on a une bonne connexion, plutôt que de juste trouver un coach parce que c'était le premier sur la liste qu'on a trouvé. L'importance, comme tu as dit, de... C'est important déjà d'essayer. Il y a des coachs qui ne vont pas forcément essayer, qui vendent des packs, qui disent on commence. Moi, je laisse toujours l'opportunité à la personne de choisir. Si elle m'a choisi, elle m'a pas forcément choisi pour la photo, elle m'a choisi peut-être parce que j'avais différentes qualités sur le papier, sur mon site web exactement. Et du coup, elles viennent entre guillemets sans savoir exactement à qui elles ont affaire. Donc elles sont toujours assez distantes au départ, c'est tout à fait normal, elles ne connaissent pas la personne. Donc elles ne savent pas, donc elles se laissent aller au final. Et puis j'arrive à les aiguiller, à leur montrer qu'elles ont besoin d'un coach. Et que c'est pas qu'elles ne peuvent pas y arriver seules, mais c'est que s'ils ont un objectif particulier, en commençant par un coach, c'est toujours plus facile d'atteindre ces objectifs, quitte à vouloir le faire après plus tard, tout seul. Donc je dis toujours qu'il faut tester différents coachs, et puis il faut avant tout que la personne soit à l'aise et un feeling avec la personne avec qui elle va travailler. Pour repartir un peu plus dans le général au niveau du coaching, est-ce que tu peux parler de ta philosophie du coaching, des choses qui sont les plus importantes pour toi à ce niveau-là? Le plus important, je dirais qu'il faut, pour moi, ma philosophie de coaching se passe par l'intégrité, l'honnêteté, fiabilité de tes séances. Il faut qu'il y ait aussi une relation de confiance entre les deux, comme je disais tout à l'heure. C'est super important. Et toujours une petite dose d'humour, c'est pas une grande dose, parce que c'est toujours plus facile de faire des exercices quand on s'amuse. Avant tout, il faut que ça soit un sport plaisir. Et voilà, donc je trouve que c'est super important cette philosophie. En tout cas, c'est la mienne. C'était pas forcément celle des autres, mais c'est la mienne. Qui est-ce qui a eu le plus d'influence sur toi et sur ta façon de coacher? Alors, ça c'est une très bonne question. Quand j'étais étudiant, j'ai fait plusieurs stages dans différents fitness. Et il y avait un fitness en particulier où un coach m'a pris sous son aile et puis il m'a appris toutes les planifications d'entraînement, comment devenir un très bon personal trainer, comment travailler différemment avec un profil différent des clients. Et cette personne-là, je lui dois tout, en fait, toute mon expérience aujourd'hui, c'est lui qui me l'a donné. Donc un grand merci à lui. Voilà, c'est cette personne-là, elle se reconnaîtra si ça me voit sur la vidéo. On peut connaître son nom? Jean Méga, exactement. D'accord. Et il se trouve, il est à Montpellier. Il s'appelle Méga Training, comme son nom d'ailleurs. D'accord. Et voilà. Donc, très belle personne et très intelligente, et voilà, énormément de potentiel avec lui. Tu gardes contact avec lui encore? Bien sûr, oui, bien sûr. Génial. Est-ce que tu as d'autres coachs ou d'autres mentors avec qui tu t'entretiens une relation comme ça pour
continuer à progresser en tant que coach? Alors, non, mais j'essaie de faire des formations quand j'ai encore le temps devant moi, enfin, des formations à droite à gauche, c'est toujours des petites formations, que ce soit pour le management, que ce soit pour la création, enfin pour le développement d'entreprise, et puis aussi les outils de personal training, il y a toujours des planifications différentes. Il faut toujours essayer de se mettre à jour et essayer d'apprendre et pas se reposer sur ses lauriers. Je pense que c'est très important d'être toujours dans le bain de la formation, continuer à s'instruire et il n'y a que comme ça que tu progresses. T'as pris quoi comme formation récemment qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé un petit peu plus que les autres, ou apporté un petit peu plus que les autres? Alors sur la vente, j'ai fait pas mal de choses sur ça, comment se vendre, comment avoir des outils pour essayer de trouver de nouveaux prospects, et puis surtout de les fidéliser, comme tout à l'heure je disais, c'était trouver des prospects, tu peux trouver en faisant des blogs, en faisant des choses comme ça, par les réseaux sociaux, mais après garder tes clients, c'est quelque chose qui est dur à faire, et là-dessus, on a fait des formations là-dessus, c'est super bien. D'accord. Et après, au niveau du coaching, au niveau de la planification, au niveau de l'entraînement, les formations que tu as fait récemment, c'est quoi? Alors là, j'en ai pas fait. D'accord. Là, j'en ai pas fait. J'ai lu des livres surtout, et puis voilà. Et tout ça. En termes de livres, alors? En termes de livres, il y a ces jours-ci, il y en a plusieurs, mais c'est les anciens. Les anciens. Voilà, c'est pas trop sur la planification d'entraînement, c'est plutôt sur comment soulager les douleurs par les trigger points. D'accord. Je pense que ça te parle. Oui. C'est les points gâchettes. Oui. Et voilà, quand on fait du sport, on est souvent amené à voir ce genre de choses. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est très bien illustré, il te donne les outils pour permettre de les enlever en fait. Oui. Et il y a plein de trigger points dans les muscles, même des fois à plusieurs dans un groupe musculaire. C'est un genre de petit nœud en fait qui vient s'insérer sur le muscle. D'accord. Et ça pourrait t'irradier plein de choses à l'intérieur de ton corps, comme des douleurs lombalgiques, comme des douleurs cervicales. Et du coup, en faisant des pressions manuelles dessus, tu peux le libérer, ou alors tu as des petites balles d'automassage ou des rouleaux qui te permettent justement de les enlever en fait. Et ça, j'adore ce livre. Et puis après, il y a un livre aussi que je l'ai pas là, c'est Hunter the Kettlebell, d'accord, comment il s'appelle, Pavel Tsatsouline, exactement. Celui-là est super complet. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur les kettlebells en soi. D'accord. C'est quelqu'un qui parle pas 50 pages de sa vie avant, et puis après tu as quelques exercices de kettlebell. C'est un livre super complet avec différents mouvements et sur toute l'histoire de la kettlebell, et c'est un outil que j'utilise aussi et que j'adore, que les clients adorent aussi. Ok. Donc les trigger points, tu intègres ça dans tes séances de coaching? Bien sûr. Et aussi tu recommandes à tes clients qu'ils utilisent, comme tu as dit, l'automassage, donc les petites balles de massage, les rouleaux de massage. Oui. Et ça, ils le font plutôt à la maison, dans leur propre temps. À la maison, on le fait ici. On le fait ici aussi, à la fin de la séance, on peut le faire. C'est en général, comme tu dis, à la fin de la séance plutôt qu'au début, ou est-ce que les deux sont valables? Les deux sont valables, on peut le faire au début comme à la fin, ça dépend de la planification du jour. Oui. Mais on peut le faire tout à fait au début, oui, bien sûr. Si quelqu'un se sent mieux de le faire au début, il ne doit pas nécessairement attendre la fin pour utiliser ces techniques d'automassage. Pas du tout, on peut le faire au début aussi. Sur quel sujet as-tu changé d'avis récemment? C'est une question que je pense qu'on n'entend pas assez souvent, dans le sens où toutes les connaissances qu'on a en tant que coach, elles ne sont pas figées, elles évoluent au cours du temps. Comme tu as dit, tu lis, tu écoutes, tu t'apprends. Bien sûr. Et donc, quelles sont peut-être des croyances que tu avais plutôt dans ta carrière qui ont changé récemment? Je dirais plutôt sur l'alimentation. D'accord. Je prenais beaucoup de protéines. Alors là, on dit souvent qu'il faut, pour nourrir le muscle, pour pouvoir performer, il faut manger beaucoup de protéines. Et je ne parle pas juste des portions solides. Je parle des solutions liquides, sous forme de poudre, etc. Quand on n'a pas le temps, même quand on a du temps. Enfin, je trouve qu'on prend énormément de protéines dans le corps. Et on devrait en manger un peu moins, ne serait-ce que pour les reins. Et
Et voilà, la manière d'alimenter sur les produits laitiers, on dit voilà, souvent, rabat, petit, manger, boire du lait pour les os. Ouais. Alors que voilà, l'être humain, pour moi, n'est pas fait pour boire du lait animal. D'accord. Le seul lait qui est fait pour lui, étant petit, c'est le lait maternel. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de ce laitage par la suite, tous ces yogourts, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, il y a plein de protéines qu'on peut retrouver, pas forcément dans les laitages, mais dans les eaux minérales, dans l'alimentation. Il y a énormément d'aliments aujourd'hui riches en protéines. Et je pense, voilà, il y a plein de choses où on peut chercher des protéines que dans les shakes et des choses comme ça, qui sont souvent, voilà, il y a plein de choses dedans. On ne sait pas d'où ça vient. Enfin bref, la traçabilité est toujours un peu délicate. Ouais. Donc voilà, moi je recommande plus. J'en ai pris, mais voilà, je le prends plus. Ça fait peut-être 5 ans maintenant. Mon corps va beaucoup mieux au niveau des intestins. D'accord. Donc ça, je remets en arrière. Donc ça, c'est au niveau nutrition. Oui. Et au niveau de l'entraînement, du coaching, des choses auxquelles tu croyais avant, en guillemets, et qui ont peut-être changé maintenant avec ton expérience au cours du temps. Des étirements, comme je disais tout à l'heure. Voilà, encore pas très longtemps, on dit que les étirements sont néfastes. Il ne faut pas les faire, il faut vraiment les faire après. Je pense que les faire de manière intelligente, c'est pas ça qui va provoquer des fissures musculaires, comme ils appellent ça. Enfin, je trouve ça un peu gros. Okay. Mais il faut le faire voilà, de manière intelligente, et il n'y a pas de raison que ce genre de choses soient délétères, soient néfastes. Qu'est-ce que tu voudrais voir plus dans le monde du fitness aujourd'hui en 2020? Je vais faire... je vais pas faire des amis en disant ça, mais vas-y, je trouve que dans les fitness en Suisse, je trouve que les coachs sont sous-formés. Les formations ne sont pas adéquates pour ce genre de coach. Je dis pas les coachs qui viennent de l'université ou des gens qui ont appris tout sur le terrain. Je dis des coachs qui sont peut-être, je sais pas, des banquiers. Ils ont été banquiers pendant 20 ans et du jour au lendemain, ils ont marre je comprends tout à fait, ils ont marre de ce métier, ils sont stressés et ils veulent devenir coach. Ouais. Et on leur donne la possibilité en Suisse de devenir coach au bout de 3 mois. Et je trouve ça un petit peu gravissime parce que c'est des gens qui vont travailler avec le corps de clients, de futures personnes. Ouais. Et il y a beaucoup de ces personnes-là qui détruisent le corps de ces gens. Et parce qu'ils sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et je trouve dommage. Donc ces gens-là après sont déçus. Et puis ils arrêtent le sport au final parce que cette personne-là les a détruits. Donc souvent ils sont en procès. Je trouve que les fitness devraient avoir des formations beaucoup plus poussives. Plus de formation, plus de rigueur, pas forcément théorique, plus élevé et plus long, exactement. Ouais. Surtout plus long parce qu'en 3 mois, je trouve ça. Moi, j'ai fait 5 ans. Pardon, j'ai fait 5 ans. Ouais. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. Mais je trouve qu'en 5 ans, ou même 3 ans, tu peux avoir de bonnes connaissances, tu peux avoir de bonnes compétences pour pouvoir t'envoler tes propres ailes et exercer ta profession. En 3 mois, je trouve ça vraiment short, quoi. Et en plus, pendant 3 mois, en général, c'est 3 mois de bouquin. C'est le bouquin, c'est la théorie, donc ils survolent les choses, ils vont pas en profondeur. L'anatomie, c'est, allez, on y va vite fait. La planification d'entraînement, on y va super vite fait. On regarde les points généraux les plus importants, et puis on va pas en profondeur, on survole les choses, et puis c'est bon. À la fin, t'as ton diplôme, et tu peux exercer tes coachs, super, quoi. Je trouve ça un petit peu juste, quand même. Et je trouve ce qui manque aussi, c'est on parlait avant de la relation humaine entre le client et le coach, ouais. Et cette interaction-là qui pour moi est presque plus importante que le programme en lui-même. Si on veut vraiment bien faire les choses et que je t'ai dit, entretenir une relation avec ses clients pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans et vraiment avoir un effet positif sur leur vie. Et ça, c'est quelque chose on n'en parle pas du tout dans les bouquins. On n'en apprend pas. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation, je l'ai faite avec un bouquin, un bouquin de 600 pages. Ouais. J'aurais pu faire un cours pendant 4-5 mois en classe. J'ai décidé de juste lire le bouquin et passer l'examen, ce que je pouvais faire, ce qui a fait que j'étais certifié. Donc c'était assez pour moi et assez pour que j'aille travailler. Mais je me rappelle encore une fois, quand tu arrives sur le terrain, tu as lu ton bouquin, tu es content, tu connais tes pourcentages, tes trucs, mais le choc presque d'arriver et de te dire maintenant je dois travailler avec quelqu'un. Comment on leur parle, comment on organise la séance, comment on les conseille, est-ce qu'on leur dit quoi faire, est-ce qu'on leur pose des questions,
Puis t'es pas 10 minutes avec elle, t'es quand même minimum 1 heure, 1h30. C'est ça. Ça dépend des personnes. Ça peut paraître court si tu as bien planifié ta séance, mais ça peut te paraître super long aussi. Tu peux te retrouver seul au monde en disant bon, qu'est-ce que je vais faire si tu n'as pas préparé avant ta séance. La personne elle le ressent, après elle arrête parce qu'elle est déçue. Et c'est dommage. Il devrait être formé un peu plus sur le terrain et faire peut-être un peu moins de théorie. Et puis plus de pratique, exactement. Et puis les formations soient plus longues. Ça va faire 10 ans. Et faire des études un peu plus poussées. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est ce que tu aimerais voir plus. Ouais. Maintenant, une chose que tu aimerais voir moins dans le monde du fitness. Moins. Les membres qui sont déçus. Alors, j'ai été beaucoup dans les fitness avant de me lancer en tant qu'indépendant. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ça y est, c'est le début de l'année, c'est janvier, février. Cette année, c'est la résolution numéro 1 pour moi. Je vais me prendre soin de moi, je vais faire du sport. C'est déjà un grand pas énorme. Ces personnes-là font déjà 70% du chemin. Ils arrivent au fitness et on leur propose différentes formules, etc. Ils s'abonnent, ils adhèrent au niveau de l'abonnement et on leur fait un petit programme. Et puis ces personnes-là, par exemple, pas forcément de notion. Souvent, c'est pas des personnes qui sont très sportives. Ils n'ont pas de notion de sport, ils connaissent pas les machines, ils sont un petit peu perdus dans ce monde de fitness où il y a un parc immense, 1500 mètres carrés, il y a des machines partout, ça saute dans tous les coins, il y a des outils dans tous les sens, ils connaissent pas. Et on leur fait un petit programme, donc on les aiguille au début, et ils sont pas assez suivis. Du coup, le coach va lui faire un programme de cette personne-là, et après elle est toute seule dans la nature, et souvent elles abandonnent. Ils abandonnent parce que le coach il a oublié que cette personne-là il avait fait un programme il y a 5 ans et elles sont perdues quand tu les reprends en main. C'est des personnes qui ont des programmes qui ont été faits qui sont pas à jour, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont fait le programme. Je trouve que le fitness, les coachs ne suivent pas assez les membres. Ils se focalisent beaucoup plus sur le personal training, sur les gens one-to-one. Je comprends tout à fait parce que c'est plus bénéfique pour le fitness, c'est plus rentable. Mais je pense qu'aussi la rentabilité passe aussi par les membres. Et si tu as un membre satisfait, il va en parler à 10 personnes, et ces 10 personnes-là vont en parler à 10 personnes, et c'est une spirale. Du coup, si tu laisses dans un coin un membre parce que tu t'en occupes pas au niveau du personal training, cette personne-là va être déçue, va sûrement arrêter le sport, et puis en aucun cas elle va recommander ce fitness ou de faire du sport à son entourage. On va pas le motiver en tout cas. Ça, je trouve ça, c'est un petit point négatif que je trouve que les fitness ne s'occupent pas assez des membres. En préparant l'interview, je t'ai demandé 2-3 sujets sur lesquels, au sujet desquels tu étais passionné. Un qui est ressorti, qui a attrapé un petit peu mon regard, c'était le dopage. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup. Non, c'est tabou. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'état du dopage dans le sport de haut niveau? Parce que je pense que pour beaucoup de monde, quand il y a des news qui sortent avec des athlètes qui se font attraper, ils se disent « Ah, mais c'est pas possible ». Ils sont surpris. Ils sont surpris, mais la réalité, c'est que c'est la réalité du sport de haut niveau. C'est la réalité du sport de haut niveau, et je dirais même c'est la réalité du sport amateur. Parce qu'il y a beaucoup de monsieur et madame tout le monde qui sont pas au niveau, qui n'ont pas de compétition, et qui aussi se chargent à gogo. On va dire que ces personnes-là, monsieur et madame tout le monde, ne sont pas suivis par les médecins, ils n'ont pas des prises de sang tout le temps, ils ont pas. C'est l'effet en final négatif au final du dopage chez les amateurs, c'est qu'ils sont pas suivis de la même façon que les sportifs professionnels. Donc c'est presque pire pour les amateurs. C'est pire pour les amateurs. Parce qu'il y a plus de risques au niveau santé. Il y a plus de risques au niveau santé, ils sont pas suivis. Donc ils n'ont pas les médecins derrière eux, ils n'ont pas tout le corps médical, toutes les prises de sang, tous les sportifs de haut niveau, ils sont suivis. Enfin, on contrôle régulièrement leur sang. Voilà, donc ils sont vraiment très contrôlés par quelqu'un qui est amateur et qui lui va prendre ces doses-là parce que il a vu sur internet que c'était bon et que ça faisait prendre du muscle, perdre du poids, sécher, et du coup il va pas s'intéresser à savoir est-ce que c'est dangereux pour sa santé. Et il y a beaucoup de cas mortels en fait dus à ces produits dopants qu'on retrouve sur le marché d'internet, du site web en fait. Les gens sont livrés, c'est des produits qui sont transformés et on sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui décèdent subitement, crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, on apprend après que cette personne-là prenait des produits dopants. Et voilà. Donc le dopage est en soi un gros
problème aujourd'hui. Quand on dit un sportif qui s'est fait attraper, oui, on pourrait dire tout le sport au final, parce que pour moi, il n'y a plus de magie du sport. Quand j'étais petit, je regardais les sportifs, je me disais, waouh, la télé, je disais, putain, c'est incroyable, vous avez les performances qu'ils font, enfin tout ce qu'ils font, c'est impressionnant. Et à l'époque, il y avait aussi du dopage. J'étais petit, donc du coup, je ne me rendais pas compte. Et maintenant, il y a du dopage partout. Que ce soit dans n'importe quelle discipline, on peut se doper au golf, de manière, pas pour les mêmes raisons, pour prendre du muscle, tout ça, mais pour la concentration, pour faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, et c'est aussi des produits dopants. Donc le dopage entoure le sport, et c'est un gros problème. Est-ce que pour faire un petit peu l'avocat du diable, on pourrait dire que s'ils sont tous dopés, ouais. Ils sont tous à niveau en fait. Ils sont tous à niveau. Ouais. C'est juste qu'il y en a qui sont plus bons que d'autres, ou alors ils ont des produits dopants plus performants que d'autres. Ouais. Mais ils devraient tous à niveau. Ouais. Il y a je faisais de l'haltérophilie quand j'étais au Canada, ouais. Et Kristen Gerard, qui est une haltérophile canadienne, qui a, si je ne me trompe pas, c'était au championnat du monde, qui a participé au championnat du monde pour le Canada. Je crois qu'elle était 8e, elle était placée 8e. Okay. C'était il y a de ça, je pense, 8 ans. Et ils ont testé tous les échantillons sanguins. Il n'y a pas eu d'entrée positif. Ils ont gardé les B-samples, donc le deuxième échantillon, qui sont près du jour 2. Et ils l'ont retesté 5, 6, 7 ans, 8 ans plus tard. Et les 7 dames qui étaient devant elle, en fait, elles se sont toutes fait avoir. Ce qui fait qu'elle a eu la médaille d'or des années plus tard. Des années plus tard, parce que c'était la seule qui était pas du top 8 ou du top 10 qui n'était pas dopée, en fait. Ouais. Et donc, il y a encore cette grosse différence. J'espère qu'il y a encore quelques sportifs, on va dire, naturels, clean. Mais c'est vrai que ça devient compliqué. Mais il y a aussi surtout cette différence entre, on va dire, l'avancée technologique au niveau des produits dopants et les technologies de détection qui sont pas encore à niveau, en fait, qui ont presque 6-7, qui ont 8 ans, presque une décennie de retard. Une décennie de retard, exactement. Ils ont toujours un temps d'avance sur les autres. Donc une fois qu'ils ont trouvé comment détecter ce produit-là, ils ont déjà trouvé 15 millions de produits qu'ils pourraient pas détecter. Ouais. Ils prennent des produits masquants souvent pour masquer leurs produits dopants, ou alors après c'est aussi des arrangements sous la table où on vient en disant je vais contrôler ton poulain, et puis du coup voilà, ça je vais juste te le dire, il va y avoir un contrôle. Ouais. Alors du coup la personne sait quand est-ce que ça va se faire. Donc il y a des produits qui restent plus ou moins longtemps dans le sang et d'autres qui restent pas du tout. Donc du coup elle s'arrange pour prendre son produit juste après le contrôle, et puis au final on dira qu'elle n'a pas été positive dans la compétition. Elle a eu la médaille d'or et elle n'a pas été positive. On fait une référence, une focalisation sur les Russes. Ouais, les Russes, c'est des dopés, on met tout sur eux, c'est champions du monde du dopage. Oui, certes, ils ont beaucoup de dopage, de dopés. Il n'y a pas que les Américains, les Anglais, et j'en passe. Les Français, je suis français, il y en a plein. Dans tous les pays, ils ont du dopage. Il faut arrêter de dire que c'est un pays, une nation, une seule nation qui est dans le dopage et pas les autres. Donc je trouve que c'est un complot des Américains, comme l'agence antidopage là-bas. Voilà, ils veulent montrer que c'est la meilleure puissance mondiale du sport. Ouais. Et du coup, eux, ils passent à travers les gouttes, on ne va pas les contrôler. Très peu, du moins. Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup trop sur les Russes, alors que tout le monde se dope. Faut arrêter de faire les gens qui savent pas, quoi. Est-ce que tu as vu le documentaire Icarus sur Netflix? Non, on en a parlé encore récemment, là, il y a pas très longtemps, et je l'ai pas vu. On m'a dit que du bien de ce documentaire. Je pense pour ceux qui sont intéressés par cette histoire de dopage, ouais. Autant dans le sport amateur que dans le sport professionnel, parce que ça parle des deux, en fait. Bien sûr. Donc, je recommande vivement pour ceux qui écoutent d'aller regarder des documentaires. Bien sûr. Et puis voilà, dans les fitness, quand je travaille dans les fitness, on voit beaucoup de jeunes 14-15 ans qui prennent déjà des doses. Pas forcément, je parle pas de la protéine en soi, je parle des injections intramusculaires. On voit énormément d'aiguilles dans les poubelles. C'est incroyable, quoi. On voit des jeunes qui viennent comme des clous dans la salle, et puis 3 mois après, ils ont pris 20 kilos de muscle. Puis quand tu leur poses la question,
qu'est-ce que tu as fait. Toi, tu sais personnellement ce qu'il a fait, mais c'est tabou parce que la personne ne te regarde pas déjà dans les yeux, il n'est pas franc, et il te dit je mange bien, quoi. Je monte ma ration en protéines, je mange beaucoup de viande et je mange super bien et je dors beaucoup. C'est les deux raisons qui sortent et c'est bien. Et donc, si tu avais un conseil pour ces jeunes qui sont peut-être attirés par ces pratiques-là, avant qu'ils se lancent dedans, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, déjà, il faut être patient parce que la musculation, c'est un sport enfin, on construit son muscle avec le temps, sur la durée, et c'est pas en faisant des choses comme ça que ça sera bénéfique sur le corps. À un moment donné, le produit dopant va rattraper, va devenir va devenir délétère en fait pour le corps, et voilà, c'est dangereux au final. C'est mal dosé, ce serait très dangereux. Souvent des gens qui prennent des surdosages en pensant que plus ils vont en prendre et plus ils vont grossir. Et c'est dommage, c'est vraiment sans penser aux effets secondaires. Oui, il n'y a pas assez de conseils, pas assez de contrôle dans le fitness. Je trouve qu'on laisse aller. Pourtant, on les voit. Et je pense qu'il devrait y avoir un pôle un petit peu plus encadrement par rapport à ces personnes-là. C'est possible ensuite de trouver des médecins qui seraient prêts à accompagner quelqu'un qui est juste amateur et qui a envie d'utiliser ces produits. Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense qu'en France, c'est possible, mais en Suisse, je ne sais pas. C'est possible, peut-être. Est-ce que tu penses que ce serait une solution pour justement, peut-être, je ne veux pas dire démocratiser parce que c'est pas le but, mais encore une fois, pour ceux qui vont le faire, autant qu'ils le fassent proprement. Exactement. Moi, je pense que ce serait bien. Qu'un médecin soit là justement pour leur dire, voilà, vous avez pris trop de doses, je ne conseille pas de prendre ça, de faire des suivis, réguliers. Exactement. Je trouve ça super important. C'est souvent des cures en fait, et puis ils prennent des grosses cures énormes, et puis au final, au lieu de faire une cure de 3 mois ou 2 mois, ils le font sur toute la durée de l'année. Et donc, du coup, ça devient des buffles. C'est vraiment dangereux, le cœur, après, à mon avis, il tient plus. Souvent, c'est arrêt cardiaque terminé. On voit dans les journaux, 20 ans, 22 ans, 23 ans, arrêt cardiaque, subitement, et puis tu apprends après coup qui se chargeait, qui se dopait. Ouais, je pense qu'il doit y avoir un encadrement un peu plus poussif pour ça. Pas forcément uniquement que pour les sportifs de haut niveau. Mais aussi pour les amateurs. Est-ce qu'il y a un livre particulier que tu recommandes en général à tes clients? Oui, moi je les ai lus aussi, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent compléments alimentaires, qu'est-ce que je pourrais prendre. Alors du coup, celui-là, c'est un... Si tu peux le montrer peut-être à la caméra, comme ça. Voilà, c'est un livre sur les compléments alimentaires pour les différents sports, en fait, pour n'importe quel sportif. Il a été écrit, illustré par Frédéric Delavier et Michael Gandil. Donc il est assez bien illustré, il te donne les différentes compléments alimentaires que tu peux prendre avant ta préparation physique, pendant et après. Et je trouve ça super intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent, voilà, est-ce que je peux prendre la vitamine, donc ils savent pas trop forcément où est-ce qu'est la vitamine dans les aliments. Donc, du coup, ils se focalisent sur les compléments alimentaires. Alors je dis pas que c'est pas bien, je préfère les orienter plutôt sur des aliments solides et pas des pilules et tout ça. Mais il y a certains produits, certains compléments, on peut dire ça des produits, qui sont intéressants là-dedans et que le sportif peut utiliser pour ses entraînements. Donc ça, je trouve ça bien. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent par les sportifs qui connaissent le sport, mais des gens qui connaissent pas forcément le sport. Ils savent pas ce que c'est un biceps, tout ça. Donc du coup, je leur conseille celui-là, il est assez bien illustré aussi, avec tous les muscles du corps. C'est le guide des mouvements de musculation. Toujours pareil, de Frédéric Delavier. Et puis, ceux qui veulent changer leur alimentation, qui trouvent qu'ils ont des inflammations chroniques dues à l'alimentation, je leur conseille celui-là, La nutrition paléo de Julien Venesson. C'est un livre super riche qui prouve que l'homme n'est pas fait pour manger des fast-foods, des sucreries, des chips, et j'en passe. On est plutôt montrer qu'on est plutôt chasseur-cueilleur que aliment néfaste. Et donc du coup là-dedans, il te donne même des recettes de cuisine à faire à la maison. Et cette alimentation-là, pour moi personnellement, a été anti-inflammatoire sur mon corps. Pour revenir un petit peu sur les compléments alimentaires, est-ce que tu peux démystifier un petit peu l'idée de la créatine? Parce que la créatine, c'est un des suppléments, un des compléments les mieux recherchés, un des compléments les plus sûrs qu'on puisse utiliser, un des compléments les plus bénéfiques en termes de
de renforcement musculaire. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de monde qui se dit, ah, créatine, si je prends la créatine, je me dope. Parle un petit peu de ça. Parce que les gens, en fait, au début, il était dans le, si mes souvenirs sont bons, la créatine était dans le produit dopant pour le corps à la base. Ouais. Ils l'ont enlevé en se disant, mais non, c'est pas un produit dopant. Du coup, les gens se sont encore regardés dans leur tête que c'est un produit dopant. Alors que non, pas du tout. Enfin, je pense qu'il faut j'en ai pris aussi. Quand j'ai commencé la musculation, j'en prends plus. Hein. Mais j'en ai pris au début. C'est clair que les performances étaient meilleures en le prenant que sans le prendre. Alors, je dirais pas que c'est un produit dopant, mais c'est un outil qui aide à la performance de manière générale. Ouais. Il faut le prendre de manière intelligente, sans faire de surdosage. Sinon, après, c'est les reins qui ramassent. Donc, si vous prenez ça, il faut boire beaucoup plus que vous buvez normalement. Donc, il faut boire vraiment énormément pour éliminer, pour éviter justement que les reins s'encrassent et puis travaillent trop. Quel livre a le plus gros impact sur toi en tant que coach? Tu as parlé du livre de Pavel Tsatsouline sur les kettlebells. Celui-là, de manière générale. Ouais. Okay. Il va plus loin, il parle d'autres choses que les kettlebells, je pense, de sa philosophie de coaching. Sa philosophie de coaching, exactement, parce que ça a été, voilà, c'est l'emblème de la Russie au niveau du sport. Et on sait que les Russes, ils ont inventé énormément de méthodes d'entraînement, énormément de choses qui ont été inventées dans les pays de l'Est. Et c'est pas pour rien que pour moi, ils ont les meilleurs coachs de la planète, enfin, qui ont été les meilleurs coachs de la planète. Ouais. C'est eux qui ont instauré tout ça, ces méthodes d'entraînement. Donc pour moi, voilà, oui, sans hésitation, ce livre-là, j'aimerais. Tu l'as lu? J'ai pas lu. J'ai écouté pas mal de son contenu et de ce dont il parle. Ouais. Mais non, je te cache pas que j'ai pas lu son livre. Ouais. L'occasion, pourquoi pas. Exactement. Romain, pour ceux qui sont intéressés à te parler un petit peu plus, à te contacter peut-être, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut trouver sur les réseaux sociaux. Comme je te disais tout à l'heure, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook professionnelle, pro. Ouais. On la trouve sur mon site web. J'ai un site web aussi. D'accord. Et puis, j'ai une page Instagram, mais on peut pas dire que je suis vraiment très actif là-dessus. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, mais on peut trouver déjà sur Facebook et sur mon site web. Écoute, on mettra tous ces liens dans la description de la vidéo. Parfait, merci. Et puis merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci, Sean. Merci à toi.